Professeur Djemeldine Ibouche, bonjour. Bonjour Madame Sohila. Alors, la consommation de la drogue aujourd'hui inquiète les professionnels de la santé, professeur Djemeldine Ibouche. Ah oui, tout à fait. Vous savez qu'il y a deux dangers qui guettent notre jeunesse. Et d'abord, j'appellerais cela l'exode de nos jeunes qui sortent de nos universités et qui font le bonheur des pays développés. Et là, évidemment que c'est un danger pour l'avenir de l'Algérie, car nous formons à blanc. Et deuxièmement, cette invasion, je dirais, importante de ces drogues qui déversent sur le pays et qui intoxiquent nos jeunes, nos enfants et nos adolescents. Ceci est extrêmement inquiétant, car les jeunes, c'est l'avenir de notre pays. Et lorsque vous avez donc des jeunes qui sont détruits déjà, donc à ce niveau de leur existence, c'est le pays qui est détruit. Et là, c'est une préoccupation majeure. Nous voyons à travers cela, nous avons donc des indices, c'est que dans nos statistiques, nous voyons de plus en plus de complications liées à ces drogues. Vous savez, ces drogues sont de plusieurs natures, évidemment. Vous avez des drogues d'origine médicamenteuse qui sont destinées à traiter des maladies. Je pourrais vous citer la prégabaldine, que tout le monde connaît, et les drogues dures qui commencent à devenir évidemment d'usage presque normal en Algérie et d'un accès je dirais pas facile, mais d'un accès beaucoup plus aisé qu'avant. Alors, les professionnels de la santé tirent aujourd'hui, professeur Djemeldine Ibouche, la sonnette d'alarme. Nous tirons la sonnette d'alarme, car maintenant nous arrivons à des décès. Nous arrivons à des malades qui décèdent. Avant, nous voyons des overdoses de stupéfiants connus. Mais maintenant, nous arrivons à des intoxications par surdosage, d'une part de ces drogues toxiques, parce qu'ils ne les prennent pas à des doses évidemment thérapeutiques, qui sont destinées à traiter l'épilepsie, comme la prégabaldine, ou traiter évidemment des névralgies dues à des neuropathies ou des états anxiogènes. Mais ce sont des situations où la drogue est utilisée à très forte dose. Et à forte dose, il y a des complications, évidemment, cardiovasculaires notamment, puisque nous voyons, nous, des cas de complications cardiovasculaires. Et parmi ces complications graves figure la mort subite. Nous voyons aussi que ce qui est préoccupant, c'est qu'il y a une association de drogues. Ce n'est pas une seule drogue. Et celui qui les utilise, utilise plusieurs drogues à la fois sans le savoir, sans connaître exactement la dose prise. Et d'autre part, ce sont on trouve maintenant un phénomène nouveau, ce ne sont plus des drogues produites par des laboratoires connus, mais ce sont des drogues dont dont l'origine n'est pas connue. Existe-t-il des laboratoires clandestins ? Je pense que c'est ce qu'on nous a dit. Il y a des laboratoires clandestins qui produisent ce type de drogue et qui, dans un médicament, on trouve plusieurs drogues à la fois. Et ces drogues ont des effets extrêmement néfastes sur l'organisme et arrivent évidemment à des situations où ceux qui les consomment décèdent. Alors, mais qu'est-ce qui préoccupe le plus aujourd'hui les professionnels de la santé, professeur Djemeldine Ibouche? C'est la consommation du cannabis, les drogues dures, ou plutôt les psychotropes dont tout le monde parle aujourd'hui et qui disent que l'accessibilité à ces médicaments est plus facile que les autres drogues et moins coûteuse aussi. Oui, alors là, pourquoi je vous dis que c'est dangereux, parce qu'on voit bien que les choses sont bien orchestrées. Alors là, le drogué commence par des drogues douces comme le cannabis,
et pour donc entrer progressivement vers les drogues dures. Et là, on voit cette stratégie, donc c'est bien organisé. Et on commence par, maintenant, ce qui est inquiétant, ce sont les enfants de bas âge, qui vont commencer par fumer et qui, par la suite, donc, vont se piquer. Et là, on voit bien cette évolution qui se fait, donc il y a vraiment une situation bien orchestrée. Alors, ce qui est inquiétant, évidemment que le cannabis donne, et la drogue la moins nocive, sur le plan, évidemment, bien qu'elle soit nocive aussi, sur le comportement et sur l'organisme, mais quand on arrive aux médicaments, le médicament n'est pas consommé comme médicament, il est consommé comme drogue, c'est-à-dire à des doses très élevées, et associées. Je répète encore une fois, ces drogues sont associées. Ce n'est pas une seule drogue qu'on utilise. On utilise à forte dose et progressivement à forte dose et associé, et on arrive à un effet d'accoutumance. Et c'est cet effet d'accoutumance qui va nous faire passer en troisième position. Et là, c'est le drame à la drogue dure, dont la cocaïne, donc, qui heureusement n'est pas donc à grande échelle, mais la cocaïne existe en Algérie, commence à prendre de l'ampleur, et c'est ça qui nous inquiète énormément. Et dans la cocaïne, il y a évidemment les effets cardiovasculaires aigus dans l'accès hypertensif qui tue le malade. Mais la mort subite des sujets jeunes, c'est lié Oui. essentiellement Alors, à la consommation de la drogue la et mort, des psychotropes. peut-être pas essentiellement, bon, les causes de mort subite sont très nombreuses. Là, dans la grande Je parle des sujets jeunes. Des sujets jeunes. Oui, la grande majorité des cas, c'est évidemment l'arrêt cardiaque dû à une maladie cardiovasculaire, mais nous voyons maintenant de plus en plus de morts subites qui sont dues à ces drogues toxiques. Ça, c'est évident parce qu'ils sont consommés à forte dose et progressivement à forte dose. On commence par des petites doses, on augmente progressivement. Et je vais me répéter en disant que c'est surtout l'association de plusieurs drogues à la fois qui donnent des effets secondaires sur le cœur et qui aboutit à la mort subite. C'est un phénomène dramatique, Madame Souhila, et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est un phénomène qui ne s'arrête pas, et c'est un phénomène qu'il faut absolument prendre très au sérieux, et il faudrait donc voir comment y remédier et comment arriver évidemment à arrêter ce danger mortel pour notre jeunesse, et c'est un danger mortel pour le pays lui-même. Alors le chef d'état-major, Saïd Chengriha, menace, alerte et appelle à la mobilisation de toute la société pour faire face à ce poison qui vise à intoxiquer notre jeunesse. Comment mobiliser aujourd'hui le personnel de la santé? Quelle est sa mission aujourd'hui dans le cadre de cette sensibilisation contre la consommation de la drogue? Est-ce qu'il faut passer à une autre étape hors que la sensibilisation, puisqu'on a vu que la sensibilisation n'a pas donné les résultats escomptés? La sensibilisation seule ne suffit pas. Il faudrait un plan stratégique d'accompagnement. Ah oui. Donc il y a une lutte sans merci, c'est le contrôle des frontières. L'armée nationale populaire joue son rôle comme il le faut. C'est un effort colossal que fait l'armée pour surveiller nos frontières et arrêter donc cet afflux massif de drogue. Il y a aussi les services de sécurité, vous les voyez tous les jours en train de leur faire leur travail. C'est un travail très difficile sur le terrain, mais il y a aussi, et là, je pense qu'il y a une insuffisance dans notre société civile, madame. Où sont les associations qui doivent jouer un rôle extrêmement important? Où sont ces associations qui doivent sensibiliser? C'est à eux de sensibiliser la population des jeunes. La sensibilisation doit se faire au niveau des écoles. C'est très important. L'éducation de l'enfant à l'école est fondamentale. Les parents jouent un rôle aussi important, et les comités de quartier. Les comités de quartier ont un rôle extrêmement important, non seulement dans la surveillance du véhicule de la drogue, mais aussi un rôle extrêmement important de sensibilisation, et surtout les sujets plus âgés qui doivent absolument sensibiliser les moins jeunes.
Alors pour le personnel de la santé, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Pour, Comment les mobiliser? pour le personnel de la santé, Il c'est faut des d'abord... centres, mettre à partout, à travers tout le territoire national, dans toutes les structures hospitalières, des centres d'accueil pour la désintoxication. Alors voilà, Impérativement, donc il y a une ça existait par le passé, ils n'étaient bon, pas trop il y a- nombreux, il ils y ont a- totalement il disparu y a- pratiquement. Il y a une organisation qui est faite par nos amis spécialistes de la psychiatrie, qui sont donc mieux compétents pour moi pour parler de ce problème. Et il y a évidemment dans tous les pays du monde des centres évidemment de désintoxication chez des sujets qui sont donc arrivés à un stade d'accoutumance accrue où il faut absolument les sauver et donc les amener à ne plus consommer de drogue et à éviter par la suite les récidives, parce que les récidives, c'est aussi un cas, c'est des situations dramatiques aussi. Au niveau des structures hospitalières, il faut impérativement aujourd'hui, pour cet accompagnement, Oui. mettre en place des services, bien sûr, Il faut dédiés penser à ça. à la désintoxication. Il faut recruter en masse des Absolument. psychologues, Oui. des psychiatres, Oui, des absolument. sociologues, et Il même faut une des stratégie. assistantes sociales. Maintenant Le que métier le a mal... complètement disparu, oui, celui oui, des oui. assistantes Ah sociales. oui, oui. Maintenant que le mal est là, que le mal a pris de l'ampleur, que le mal fait beaucoup de mal à l'Algérie, il faut une stratégie. Ah, il faut une stratégie urgente de prise en charge de ce problème. Et vous avez entièrement raison sur le plan sanitaire. Et ça fait partie de la sécurité sanitaire de notre pays, que de mettre une stratégie nationale de prise en charge de ces malades, parce que ça doit être pris comme donc des sujets malades d'intoxiques, qu'il faut non seulement désintoxiquer, qu'il faut non seulement prendre en charge sur le plan psychologique, mais qu'il faudrait aussi éviter la récidive, éviter que ces malades, par la suite, ne reviennent à la drogue, et aussi, madame, stopper évidemment le processus, je dis que c'est bien orchestré, et de stopper le processus de départ d'alimentation en drogue. Et là, il y a tout un processus, et là, ce sont des populations qui sont très jeunes, qui sont ciblées, et qui sont donc vraiment des populations extrêmement fragiles. Ils savent très bien les cibler, ils savent très bien comment les droguer progressivement pour arriver à des consommations de drogues extrêmement dures, nocives et dangereuses comme la cocaïne. Mais quand vous parlez de l'association du secteur de la santé, les professionnels de la santé, il faut impliquer tout le monde directement dans cette prise en charge, bien sûr, de ce fléau qui prend de l'ampleur aujourd'hui et qui est un véritable poison qui est en train d'intoxiquer notre jeunesse, puisque nous avons vu que cette drogue, on ne va pas se cacher les vérités aujourd'hui, professeur Jamel Dinibouche, circule dans les écoles, circule dans les CEM, circule dans les lycées et les universités. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, professeur Jamel Dinibouche, par rapport aux pharmaciens, mettre en place un certain dispositif transitoire, l'interdiction de la vente des médicaments, toutes formes confondues, aux moins de 20 ans? Je crois que ce processus existe, puisque maintenant la délivrance des Non, je parle de tous les médicaments, médicaments, parce qu'on commence par des petits médicaments, on peut aller vers de grands médicaments. Oui. L'interdiction de vente aux moins de 20 ans de, Oui. de tous les Oui, médicaments. les médicaments qui ne se délivrent pas sur ordonnance doivent être, qui sont nocifs, doivent absolument être interdits aux mineurs. Oui, ça je suis entièrement d'accord. Alors, professeur Jamel Dinibouche, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr la consommation de drogue qui a un effet direct sur la mort subite des sujets jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, 22 ans, 30 ans. Et qui meurent au quotidien, et c'est l'alerte qui est lancée aujourd'hui par les professionnels de la santé. Il y a eu plusieurs, bien sûr, tentatives d'inonder l'Algérie avec plusieurs drogues, dans les psychotropes, les cannabis, et bien sûr, même les drogues dures, la cocaïne. Alors, il y a eu, bien sûr, pour les psychotropes, 1 600 000 capsules de médicaments qui ont été, bien sûr, appréhendées par les services de sécurité, par la DGSN, même principe
ainsi pour, bien sûr, l'armée populaire nationale. Aujourd'hui, cette mort subite commence à inquiéter. On parle de pratiquement de 2 millions de personnes qui meurent annuellement de la mort subite. Les chiffres ne sont pas encore totalement bien consolidés dans notre pays. Il faut absolument avoir des statistiques, professeur Djemeldine Nibouche, pour pouvoir un peu lancer cette alerte à tous les niveaux. Oui, absolument. Là, les statistiques sur la mort subite due aux drogues doit être maintenant prise au sérieux dans la déclaration. Et doit être annoncée. Absolument, annoncée, pour alerter. déclarée, et il faut voir donc maintenant, j'ai parlé de la stratégie de prise en charge de ce fléau. La stratégie ne peut être que disciplinaire. Et dans la déclaration, maintenant il faut une déclaration spéciale. Quand on a une mort subite due à une intoxication par drogue, en dehors évidemment des cas de suicide, doit être vraiment déclaré de façon spécifique pour absolument avoir un chiffre évidemment sérieux sur l'ampleur de la situation en matière évidemment de mort subite qui sont dues aux drogues. Mais Madame Souila, je voudrais aussi attirer votre attention que les drogues tuent aussi autrement. Il y a donc les décès indirects. Ce sont ceux qui sont liés aux accidents de la circulation. Vous savez aussi qu'il y a une étude à faire sur le nombre de décès occasionnés par les drogués, qui sont drogués et qui occasionnent des accidents de la circulation, des hécatombes sur les routes et qui décèdent de façon indirecte, mais dont les décès sont liés à la consommation de drogue. Et là, il est évident que la drogue, évidemment, donne des somnolences. Vous savez, ou donne des états d'irritabilité sur la route, des troubles de la vision, notamment. Et ce sont ces troubles-là qui occasionnent évidemment les accidents les plus graves, et on les voit. On les voit sur la route, et une étude sérieuse doit se faire pour évaluer l'ampleur, évidemment, de cette situation grave. Alors, bien sûr, le premier objectif de toute action de prévention est d'empêcher de nouvelles personnes de toucher à la drogue et d'aider, bien sûr, les toxicomanes à s'en sortir et réduire, bien sûr, cette offre. Comment faire aujourd'hui pour... Oui, là, ça, c'est la prévention. Voilà. Ça, c'est la prévention. C'est l'INSP ou c'est oui. tout le monde qui est concerné par cette prévention? Tout le monde. C'est d'abord la sécurité sanitaire. Nous avons une agence de sécurité sanitaire qui doit absolument assumer ses responsabilités dans cette hécatombe, qu'il faut prendre en charge immédiatement. Ben, c'est la prévention. Qui est plus dramatique aujourd'hui que le Covid lui-même. Hein. Ah oui, nettement. Que la crise sanitaire. Non, mais la situation ne fait que s'aggraver, madame. C'est-à-dire que l'on voit que la situation s'aggrave de plus en plus. C'est qu'il n'y a... Donc, pendant la période Covid, il y a eu une accalmie, mais là, nous voyons une recrudescence extrêmement inquiétante. Alors là, la prise en charge, la prévention est certainement une étape capitale, mais difficile. Et tout le monde doit être impliqué. Évidemment que, puisque celui qui est concerné, c'est l'enfant. Or, l'enfant se trouve à l'école et se trouve chez lui. Le rôle des parents est fondamental. Le rôle de l'école est important. Comment l'enfant, je vous ai dit qu'il y a une stratégie, qu'il y a vraiment bien orchestrée. Alors, l'enfant va commencer par fumer. Alors, il va fumer maintenant de plus en plus jeune. Nous avons des cas chez des enfants de 8 ans. Ça s'est jamais vu. Et vous avez la vente en détail de la cigarette. Absolument. Et quand l'enfant sort, vous avez la vente donc au détail de la cigarette. Alors, il va commencer par la cigarette, il va s'habituer à la cigarette, et on va passer aussi toujours par cette méthode orchestrée vers un autre procédé de cigarette, mais qui est la cigarette où il y a du hashish. Il va donc même avoir principe pour la cigarette un électronique. effet, oui, électronique. Oui, c'est la même chose. Absolument, c'est des drogues qu'on inhale. Hein. Alors là, ensuite, le processus d'accoutumance va augmenter et il sera obligé, évidemment, d'aller vers des drogues de type médicamenteux et ensuite vers des drogues dures. Alors, cette prévention est fondamentale
il faudrait qu'au niveau des écoles, il y ait un observatoire de vigilance et qu'il y ait des déclarations. Observatoire de vigilance. Ah oui, Quelle serait observatoire. sa L'observatoire de mission? vigilance existe dans tous les pays du monde. La mission, c'est de déclarer tout cas de suspicion de consommation de stupéfiants. Au niveau des endroits où il y a des enfants, à savoir les écoles, les collèges, etc. Et ça, c'est le rôle des instituts, l'université, évidemment, là où il y a des jeunes. Déclaration, l'enquête doit se faire, et c'est à ce moment-là qu'on va arrêter le processus. Car, Madame Souhila, le processus doit être arrêté. La consommation de drogue se fait au niveau des quartiers, Madame Souhila. Allez voir. Les quartiers, les dealers sont au niveau des quartiers. Alors, le problème, au niveau des quartiers, il faut faire des comités de quartier. Des comités de quartier, ces comités de quartier doivent jouer leur rôle. La société civile doit être impliquée. La société civile doit être impliquée et c'est important que la société civile soit impliquée. Nous ne la voyons pas dans ce phénomène de lutte. La lutte doit être implacable. Et nous voyons que notre pays est menacé. Alors menacé pourquoi? Il faut le savoir aussi pourquoi cette drogue déferle de façon cataclysmique dans notre pays. Et il est évident que tout cela amène à l'hécatombe. Et parmi cette hécatombe, nous voyons la résurgence de la violence. La violence qui est donc un phénomène nouveau chez nous, où vous voyez évidemment tous les jours des agressions, et des agressions qu'on ne voyait pas avant. On les voit sur YouTube, on les voit sur des réseaux sociaux, où des saccages se font, où il y a des matraquages, où il y a des agressions d'une violence inouïe qu'on ne voyait pas avant. Et tout cela, madame, est un phénomène nouveau qui est lié à la drogue. Mais les agressions dont font l'objet, par exemple, les pharmaciens et aussi les médecins de garde la nuit au niveau des hôpitaux, est-ce que parfois, une des causes, c'est la consommation de la drogue, parce que les drogués, avec l'effet d'accoutumance, ils essayent de procurer cette drogue de n'importe quelle manière. Absolument. Quand le sujet est en période, évidemment, de manque, parce que, je vous ai dit, c'est un phénomène très complexe. Quand le sujet est en période de manque, il a des troubles du comportement. Et ces troubles du comportement vont à l'agression. Ils agressent même les parents. Ils agressent tout le monde, évidemment, pour se procurer la drogue. Ils viennent à l'hôpital, ils agressent le médecin, ils vont chez le pharmacien pour trouver de la drogue parce qu'ils sont en manque, et là, ils vont agresser le pharmacien, ils vont agresser les parents, ils vont agresser tout le monde. Et là, cette agressivité amène au crime, quelquefois, et donc c'est pour cette raison que la situation est grave. La drogue est une situation grave qui détruit un pays. Alors, je voudrais revenir avec un aspect, professeur Djemeldine Bouch, qui vous concerne directement par rapport à cette consommation de la drogue, par rapport à cette mort subite des sujets jeunes. Quand on est dans des situations d'intoxication extrême, est-ce qu'on a des chances de survie ou pas du tout, professeur Djemeldine Bouch? On a des chances de survie parce qu'on est jeune. Parce qu'on a un corps qui est costaud, on a un cœur qui est costaud. Mais il peut lâcher. Mais, oui, comme vous le dites, arriver à une consommation excessive ou à, je dirais, overdose entre guillemets, parce que c'est un mot qui ne veut pas dire beaucoup de choses, mais lorsqu'on arrive à une consommation aiguë, d'un seul coup, à des doses extrêmement importantes, eh ben, le cœur flanche. Le cœur ne pourra pas tenir, c'est le cœur d'abord qui flanche, et ça vous donne évidemment l'arrêt cardiaque et la mort subite. Mais qu'est-ce qui provoque le plus cette overdose, professeur Djemeldine Bouch? Est-ce la consommation des drogues dures ou celles qui sont un peu moins nocives? Alors, c'est les deux.
Celles qui sont moins nocives, c'est que le sujet consomme mais ne connaît pas la dose toxique. Alors en consommant, il a un effet d'accoutumance, il va augmenter progressivement les doses parce qu'il a un manque, et pour donc combler le manque, il va consommer plus de drogue. Et il va surtout les associer, madame. Et c'est l'association qui est nocive en fait. Et là, l'association aboutit à un cocktail dramatique, un cocktail explosif. Et on a vu des jeunes se transformer en de véritables zombies. Ah oui, oui. Comme la drogue qu'ils consomment. Qui tue le malade parce qu'il est en situation de manque. Donc il ne sait pas ce qu'il fait. Tout ce qu'il a entre les mains, il le prend. Il le prend parce que il faut absolument qu'il puisse sortir de cet état dramatique qu'est le manque. Le manque est une situation extrêmement dramatique. Et la gestion du manque est extrêmement difficile. Nous recevons des malades avec des troubles cardiovasculaires graves et qui sont en situation de manque, et vous savez qu'ils sont très agités et qui sont incontrôlables. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, maintenant il faut prendre très au sérieux cette situation pour qu'il y ait une stratégie sanitaire de prise en charge de ces malades aux urgences qui deviennent de plus en plus fréquents. Est-ce qu'il faut mettre en place des structures dédiées à la prise en charge par exemple, début d'overdose au niveau des hôpitaux? Parce que souvent, les urgences, il y a tout le monde dans les urgences. Absolument. Là, madame, il faut penser. Il faut une réflexion en Algérie. Une réflexion, il faut voir l'expérience des pays. Qui doit prendre en considération tous ces aspects-là. Il faut voir les pays qui ont été confrontés. Qui existe, mais qui commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui. Il faut voir les pays développés qui ont été confrontés à ce type de problème, voir leur expérience. Vous avez les États-Unis, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez la France. Et établir notre stratégie. Nous ne pouvons pas rester les mains croisées sur le plan sanitaire. Mais qu'est-ce que vous entendez par l'établissement de cette stratégie? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre par rapport à cet aspect-là? C'est d'abord la prévention. Parce que plusieurs fois, on a parlé de la réforme de la santé, mais on ne prend pas certains aspects liés à la société. On prend en charge les maladies. D'abord, il y a la lutte contre l'inondation des drogues. Nos services de sécurité font leur travail. Ça, on les voit tous les jours. On les voit à la télévision, on les voit, il y a une lutte implacable sur le terrain. On est conscient de ça. Mais on voit que ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'il y ait la deuxième étape qui est importante, c'est la prévention, prévenir. Ensuite, il faut mettre une stratégie de prise en charge malheureusement des jeunes qui donc sont arrivés à consommer de la drogue. Et cette stratégie sanitaire de prise en charge, vous avez si bien dit, elle doit être réfléchie. On peut, au niveau de chaque hôpital, créer évidemment une unité spéciale de prise en charge de ces malades, où on sait très bien que quand il y a donc un sujet qui se présente pour des effets nocifs de drogue, doit aller se diriger vers ce type de structure. Donc il faut réfléchir et voir comment. Parce que là, on voit, il y a des structures en Algérie, en psychiatrie, on les voit, ces structures, et la prise en charge des malades qui sont intoxiqués, qui sont pris en charge. Ça existe en Algérie. Oui, mais pas une sorte d'isolement, parce que généralement, on les isole. Ça, je ne sais pas. Il faut un traitement thérapeutique aussi pour les accompagner à reprendre une vie normale. Ça, ce n'est pas ma spécialité, mais très probablement qu'il faut évidemment une prise en charge particulière, avec une psychothérapie particulière, une prise en charge globale, et surtout éviter la récidive par la suite, et une prise en charge médicamenteuse pour faire le sevrage. C'est surtout le sevrage qui est important. Sevrer un malade toxique n'est pas facile. Et là, il faut une stratégie thérapeutique qui est faite par des psychiatres spécialisés dans ce domaine, accompagné évidemment de psychologues, accompagné évidemment de structures adaptées à cette situation, et de remettre l'intoxiqué par la suite
donc dans la société pour qu'il reprenne évidemment son travail et qu'il reprenne son rôle dans la société et pour qu'il surtout ne récidive pas. Alors justement, par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer ce matin, professeur Djemeldine Nibouche, beaucoup de questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, par exemple, il faudrait que les parents aussi soient extrêmement vigilants, ils puissent détecter un peu peut-être les anomalies que pourrait receler leur enfant pour éviter qu'il ne sombre dans une situation d'extrême accoutumance aux drogues, puisque certains commencent déjà à vendre la drogue via des bonbons aux enfants pour qu'ils puissent un peu avoir cet effet d'accoutumance et chercher la drogue là où elle se trouve. Il faut être extrêmement vigilant, professeur Djemeldine Nibouche. La vigilance doit être extrême. Même la vente de la cigarette à proximité des écoles, il faut l'interdire formellement. Le rôle des parents est fondamental. Les parents ne doivent pas aussi être des missionnaires dans ce domaine. Leur responsabilité est très importante. Mais il n'y a pas que les parents. Les parents seuls ne suffiront pas à maîtriser la situation. Il y a le rôle de l'école, le rôle de la société. Comme je vous l'ai dit, si la société est aussi démissionnaire, nous ne pourrons rien faire. L'école va jouer un rôle important. Je vous ai dit que l'école doit avoir donc absolument un rôle d'observatoire, vigilant, et de déclarer tout cas suspect, et de le déclarer, de ne pas négliger cela, parce que l'enfant va rester longtemps à l'école. Il occupe donc durant la journée un volume horaire qui est important de sa vie à l'école. Il y a aussi, et je le répète encore une fois, la société civile et à travers les comités de quartier qui doivent absolument jouer un rôle extrêmement important. Au niveau de l'université, c'est un peu difficile car nous allons vers une étape un peu plus compliquée de maîtrise de l'adolescent et de maîtrise de l'adulte jeune, parce que ça existe aussi chez l'adulte jeune, jusqu'à 30 ans, même plus. Là, la situation est beaucoup plus complexe, Madame Souhila, parce que les parents ici n'auront plus le rôle qu'ils pourraient jouer lorsque l'enfant est jeune. Et là, évidemment qu'il faut voir d'autres procédés au niveau des universités, des observatoires aussi au niveau des universités pour que cette situation puisse se dissiper. Alors bien sûr, il y a plusieurs formes de psychotropes qui sont en circulation, bien sûr, et qui sont vendus en pharmacie, puisqu'ils sont considérés comme étant, bien sûr, des médicaments. Il faudrait que pour les antidépresseurs, par exemple, les stimulants, les hallucinogènes, si je ne me trompe pas, professeur, les inhalants aussi, mettre en place, par exemple, une ordonnance spécifique et on doit impérativement, via la numérisation, recenser les consommateurs sur, bien sûr, prescription médicale, professeur Djemeldine Nibouche. Donc, il faut qu'il y ait cette interconnexion entre, bien sûr, le prescripteur et l'officine. Oui. Il faut cette numérisation. Alors là, on a commencé à faire ce type d'ordonnance spéciale où certains médicaments ne peuvent pas... On appelle l'ordonnance sécurisée. Sécurisée. Où certains médicaments ne peuvent pas être prescrits par des médecins non autorisés à le faire. Non autorisé, vous entendez par quoi? Non autorisé à le faire, c'est-à-dire que si je suis cardiologue, je n'ai pas le droit de prescrire donc un psychotrope pour traiter une maladie psychiatrique. Chose qu'on faisait avant. On faisait des ordonnances de complaisance. Oui, on faisait. C'est pas de la complaisance, mais en fait, on faisait des renouvellements d'ordonnances en tant que médecin. C'était autorisé par la loi. Bon, il n'y avait pas évidemment à l'époque d'interdiction, mais maintenant les choses sont. C'est maintenant il y a des carnets à souche maintenant qui sont remplis. Et la situation est nettement mieux maîtrisée qu'avant. Nettement mieux maîtrisée. Mais maintenant, je rebondis sur ce que vous avez dit, sur le côté numérisation. Et cette interconnexion entre le prescripteur... Cette interconnexion, oui. Oui, cette interconnexion entre le prescripteur, donc le médecin, et la pharmacie. Absolument. Ça, c'est très important. Là, la numérisation. Le contrôle aussi, ça permet le contrôle de l'ordonnance. La transparence. Là, la numérisation va régler un problème considérable. Cette interconnexion dont vous avez parlé
lorsqu'elle verra le jour, on contrôlera mieux non seulement la consommation de ces médicaments vont aller où, comment vont être consommés ces médicaments, par qui ces médicaments vont être consommés, à un temps bien déterminé. Et là, la transparence sera claire, nette et précise, et on maîtrisera encore mieux la situation. Mais madame, c'est que la stratégie orchestrée dont je vous ai parlé a contourné ce problème. C'est que la majorité des drogues consommées ne proviennent pas des pharmacies maintenant. Oui, avant, oui. Quand il y a eu donc... Des laboratoires clandestins. Voilà, toutes ces procédures ont été mises en place. On a contourné ce problème. On est allé maintenant à faire entrer les médicaments par les frontières. Vous savez, nos frontières. Oui, il y a des laboratoires clandestins. Il y a des laboratoires clandestins autour de ces frontières, dans des conteneurs, et qui fabriquent des comprimés hautement toxiques. Association de produits chimiques. Produits chimiques avec plusieurs drogues dont on ne connaît pas quelquefois ni la composition de ces comprimés, ni la composition, la dose des médicaments et l'association aussi, parce que je vous ai dit, quelquefois, il y a 3 ou 4 drogues dans un seul comprimé qui sont avalées. Et même le médecin ne connaît pas exactement. Bon, maintenant, on commence à individualiser ces comprimés, mais chaque jour, il y a des comprimés qui viennent, qui sont nouveaux, et qui ont des couleurs, d'ailleurs, spécifiques, et qui, évidemment, sont incontrôlables. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, par exemple, il y a des espaces multiples à travers le pays dédiés à la consommation, par exemple, de la cigarette. Il y a un fait nouveau aussi, c'est la chicha. On ne sait pas ce qu'il y a comme substance dedans. Est-ce qu'il faudrait aussi interdire ces espaces qui favorisent la circulation des drogues et des psychotropes? Professeur Djamel Eddine Nibouche, rapidement sur la question dans la stratégie, rapidement pour qu'on pose dans la stratégie orchestrée, il est évident qu'il y a des lieux privilégiés. La cigarette électronique. Ah bah oui, il y a des lieux privilégiés où on sera tenté d'introduire les drogues. Et les lieux privilégiés, ce sont les lieux de détente où il y a la chicha. Ce sont des lieux. Et puis la chicha, normalement, se consomme en plein air, pas dans des espaces fermés. Pas des espaces fermés. La chicha, on ne sait pas ce qu'on consomme dedans. On peut mettre n'importe quoi dedans. Et peut y avoir des drogues et ça va donner évidemment cet des effet drogues. d'accoutumance. Et on peut commencer par se droguer à partir de la chicha, évidemment. Alors la mort aussi subite liée à la crise cardiaque, parfois c'est le phénomène par exemple lié à la consommation de psychotropes pour les sujets jeunes. Est-ce que ce phénomène est en hausse aujourd'hui? Le nombre de crises cardiaques par exemple dans notre pays est en hausse. Vous avez donné approximativement il y a quelques années des chiffres, vous avez parlé pratiquement de 40 000 voire 50 000. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus de personnes qui meurent subitement de crise cardiaque, de plus en plus jeunes. Hein. Oui, alors là, il faudrait 30 ans, 40 ans, 50 ans, maintenant pour les cinquantenaires. Il faudrait faire donc une étude sérieuse. Il faut l'engager. Il faut l'engager immédiatement. Comme pour le diabète, comme pour l'hypertension artérielle, comme faire pour le cancer, avoir des chiffres exacts. Absolument. C'est ça qui nous manque. Ah oui. Ah oui, il nous faut absolument des chiffres exacts sur une banque de données des chiffres. La mort subite liée à l'intoxication par ces drogues. Et je vous ai dit vous connaissez beaucoup de cas aujourd'hui qui meurent subitement de crise cardiaque. Oui. De plus en plus. Oui, nous avons quelquefois même des sujets qui viennent décéder. Et là, évidemment, on déclare que c'est une mort donc indéterminée, et il y a l'autopsie qui est faite, et il y a les prélèvements, évidemment, par les médecins de donc la médecine légale, et qui vont déterminer si la mort subite est due. C'est des sujets jeunes, hein, sujets toujours, hein, on parle toujours des sujets jeunes. Moins de 50 ans. Sujets jeunes de moins de 30 ans, des sujets jeunes de moins de 30 ans qui décèdent subitement. Et lorsque vous... Alors là, l'interrogatoire, Madame Souila, est très difficile. Personne ne vous dira qu'il prend de la drogue quand ils viennent, hein, avec des infarctus. Alors nous avons beaucoup d'infarctus. Sujet jeune, 25 ans, qui fait un infarctus, première suspicion, c'est la drogue.
Vous faites Ah des oui. prélèvements Ah oui. immédiatement On ou peut pas du tout? Non, on ne peut pas. On n'a pas. On n'a pas le droit ni de faire de prélèvement, et puis on ne sait pas le faire. Je vous ai dit, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut absolument, vous avez raison, qu'il est urgent maintenant, puisque le mal est là, de faire toute une stratégie quand on a une suspicion. Et c'est comme l'alcool test, d'essayer de retrouver la cause. Et là, évidemment que c'est des sujets qui ne reconnaissent pas qu'ils prennent de la drogue, et lorsque vous essayez d'insister, et en leur disant il faut qu'on vous traite, il faut qu'on vous sauve, à ce moment-là, oui, il va vous dire oui, je prends un peu de hashish, je prends un peu de cela, ni plus ni moins. Là, ça devient de plus en plus fréquent. Et bien sûr, il faut mettre en place une véritable stratégie, telle que vous le dites ce matin. Professeur Jamel Eldin Nibouche, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct vous en avec prie, nous Madame ce Soledad. matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne Je vous en journée, prie. à bientôt. À demain. bientôt, madame. Au revoir.